présenter. Moi, je m'appelle Sarah Lezina, je suis pharmacienne à l'hôpital Necker et donc j'anime avec le docteur Abitam, l'école de l'asthme, qu'on a appelé l'école de l'asthme de Pont-de-L'Euro, qui est un petit peu différente chez nous. Elle est un peu hybride. Elle est pas que 2.0. Et donc là, on va vous faire une petite scène d'un entretien de consultation, mais en va vite, et après vous nous direz ce que vous en pensez. Et donc moi je trouve l'enfant. Oui, j'ai pas dit en fait. Ou c'est toi qui fais? Non, très bien. Bonjour, voilà. On va parler de ton asthme, hein. C'est important. T'as bien pris tes médicaments ce matin? Tu crois? Faut être sûr, c'est pas un jeu. Si tu veux pas finir aux urgences, il va falloir être plus sérieux. Tu sais qu'on peut mourir d'une crise d'asthme? Tu fais encore des crises? Ouais, parfois. Combien par semaine? Je sais pas trop. Tu dois savoir, c'est important pour ajuster ton traitement. 12, 5. Bon, ça veut dire que tu es mal contrôlé. Tu n'as pas bien compris comment utiliser ton traitement ou tu ne te prends pas bien. L'asthme, c'est une maladie inflammatoire des bronches. Il faut prendre ton traitement tous les jours, d'accord? C'est très important. Donc on a l'Héromine pour les crises et ton Relvar tous les jours, ok? Si tu continues comme ça et que tu ne le prends pas tous les jours, tu vas aggraver ton asthme. Tu veux finir hospitalisé? Non, mais... Bon. Voilà. Tiens, voilà ton barre de langue. Tu l'appliques bien. Ok? Bon, alors maintenant tu vas le prendre. Hein. Alors c'est là. Tu crois en toi. Maintenant je vais réexpliquer pourquoi c'était important. Donc je crois vraiment en toi, tu vas y arriver. Ok. On se revoit dans un mois. Essaye de faire un effort d'ici là. Et là je fais la merde. Bon, on verra s'il se motive, hein, mais j'ai pas beaucoup de données. Je rappelle que c'est pour sa santé. D'accord? Son âge, c'est très compliqué. Au revoir. Alors la question c'est qu'est-ce que vous avez pensé de cet entretien? C'est hyper psychologique. Ouais, et après L'enfant il n'a pas eu la parole. Hein. C'est très directif. Le soignant prend vraiment une place de sa vie en fait. sur les formulations, C'est comme c'est trop culpabilisant aussi pour l'enfant. Tu n'as pas pris ton traitement, si tu ne l'as pas pris, tu vas être hospitalisé. Bon, donc on n'a pas trop mis en fait ce qu'on a appris ce matin. non, c'est pour évidemment tout le monde faire ça ne fait pas à faire. C'est très simple. Et je voulais pas te dire que tu vas montrer un petit peu quelques outils. oui, mais certes, mais en fait le jeu, c'est que vous allez dans 5-10 minutes, quand j'aurai fait ça, travailler vous-même en groupe. On va vous donner 3 scénarios. L'un de vous jouera le patient, l'enfant, l'autre le soignant, et puis également il y aura un ou des évaluateurs avec des grilles, et grilles qui reprennent les grands principes de l'éducation thérapeutique, de l'entretien motivationnel. Hein, donc il a été question ce matin. Mais je vais vous parler un peu du détail des grands principes de l'entretien motivationnel. Attends, tu as touché, t'as vu? Ah oui. T'as bougé. Parce que l'entretien motivationnel, vous avez compris, c'est quelque chose qui a quelques années maintenant, qui a été créé dans les années 80, plus de 40 ans, et qui a été au départ construit par des psychologues qui travaillaient sur l'addiction à l'alcool, mais depuis, ça a été le champ de l'entretien motivationnel s'est énormément élargi. Et c'est un style de communication, une philosophie d'entretien qui est basée sur faire émerger les motivations des patients, les motivations propres qui ont été appelées intrinsèques. Et il y a, pour schématiser
pour aller très vite, c'est pour vous donner des repères assez simples. 4 principes de l'entretien motivationnel. Le principe, les 4 E. Donc, premièrement, éviter le réflexe correcteur. Je vais y revenir en détail. Qu'est-ce que c'est que le réflexe correcteur? Parce que vous savez peut-être... D'ailleurs, je vais vous demander si vous connaissez ça, mais je vais vous l'expliquer surtout. Explorer, comprendre les motivations donc du patient, écouter le patient et encourager le patient. Alors, quand on est soignant, on a envie de tout remettre d'aplomb, d'un coup. Hein, quand on voit quelqu'un qui s'engage dans une mauvaise direction, typiquement ce patient, on a envie de lui dire « Stop, arrête tout, tu ne prends pas la bonne route, cette route-là, la bonne route, c'est celle que je vais te donner. » Et c'est quoi la réaction du patient? De n'importe qui d'ailleurs. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on vous dit voilà, il faut faire ci, eh bien, vous contre-argumentez. C'est-à-dire que si je prends un exemple, vous avez un projet de changement de travail. Vous dites à vous, j'aimerais bien ce travail, c'est intéressant, mais il est loin de chez moi. La copine en question va vous dire oh, oui, c'est vrai qu'il est bien ce travail. Vous allez contre-argumenter, vous allez dire non, en fait, il est loin. Et donc, oui, mais il est bien ce travail. Voilà, oui, mais il est loin. Et en fait, on est motivé, ou en tout cas, on se motive en écoutant ce qu'on dit. Et c'est très important de renoncer à argumenter en faveur du changement, parce que la conséquence, ça va être de contre-argumenter, et plus on contre-argumente, et moins on risque. Je suis technicien pour vérifier juste la fonctionnement de l'enregistrement. Je le vois pas. C'est moi qui parlais. Voilà, ça vous parle, le réflexe correcteur? Quelque chose de vraiment extrêmement important. Alors, il y a d'autres, évidemment, je vais très vite, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais il y a beaucoup de choses qui permettent d'éviter le réflexe correcteur. Un moyen de savoir si vous, dans votre entretien, vous êtes sur la bonne voie, c'est de regarder les réactions des gens qui sont en face de vous. Si dans leur communication non verbale, ils froncent les sourcils, ils sont pas c'est que vous n'allez pas dans le bon, vous n'allez pas dans la bonne direction. Et comprendre les motivations du patient, ça c'est vraiment quelque chose d'absolument essentiel. Et pour schématiser, il y a à peu près 4 domaines. Ce sont les désirs du patient, c'est-à-dire que je veux, je souhaiterais. Hein, ça, ce sont les discours changements. Je ne sais pas si... oui, on est passé un peu vite. Hein. C'est-à-dire que c'est quand quelqu'un est ambivalent, hein, pour, contre, prendre son traitement, pas prendre son traitement, faire de l'exercice, perdre du poids, enfin pas perdre du poids, arrêter de fumer, pas arrêter de fumer. Il y a donc les discours changements et le contraire, c'est le discours maintien. C'est-à-dire qu'on maintient son comportement qui est nocif. Et l'idée, c'est de faire émerger les discours changements et de s'appuyer là-dessus. Et pas, évidemment, encourager le discours maintien qui va maintenir donc, la personne dans son mauvais choix. Et donc, il y a plusieurs types de discours changement. Il y a les désirs, les capacités, c'est-à-dire je peux le faire. Il y a les raisons, voilà, je me sentirai mieux, ou j'aurai moins de crise d'asthme, ou je pourrais mieux courir. Voilà, Roland je vous racontera peut-être son histoire. Et les besoins, je souhaite, je dois. Et tout ça, c'est très important parce que dans l'écoute du patient, écouter le patient, c'est pas seulement poser des questions et se taire, c'est aussi écouter les réponses. Et écouter les réponses, c'est-à-dire repérer. J'ai rien fait. Hein. C'est un écran tactile, je pense.
Non. Parce que j'ai rien fait non plus. C'est à distance. Voilà. Donc écoutez le patience et écoutez les réponses. Et les réponses, ce qu'on veut, c'est écouter le discours. C'est quelqu'un qui est en train de jouer. Changement et pas le discours maintien. Alors, écoutez, c'est donc ça. Questionner, c'est pour susciter justement l'apparition de ce discours changement. Et on cède, vous savez, vous connaissez sûrement la différence entre les questions ouvertes et les questions fermées. Évidemment, on utilise beaucoup les questions ouvertes. On utilise les reflets, les reformulations. Hein, c'est-à-dire que ça permet de ne pas juger, d'être empathique. Et le résumé, en fait, les entretiens motivationneurs ont une jolie image. C'est-à-dire que les différentes discours changements qu'apporte le patient sont des fleurs. Et il y en aura plusieurs comme ça. Et vous allez les regrouper ensuite à la fin en bouquet. Hein, et c'est le résumé qui permet de clarifier pour le patient tous les discours changements qu'il a pu donner. Voilà. Ensuite, encourager le patient, c'est-à-dire principalement essayer d'explorer avec lui aussi comment il va pouvoir mettre en pratique tout ça, hein, et quels sont les moyens qu'il va mettre en œuvre pour réaliser tout ce changement. Voilà. L'entretien motivationnel, c'est un peu plus que ça, bien sûr, vous vous en doutez. Là, je vous donne quelques éléments que vous allez essayer de mettre en pratique là, dans des petits ateliers, parce que l'entretien motivationnel, c'est vraiment pas tant des longs discours que la pratique. Donc vous allez essayer de l'expérimenter. On va vous donner des petits scénarios. Il y a 3 scénarios. Vous allez faire 3 groupes. En fait, on va peut-être faire 5 groupes, parce que... Allez, 5 groupes. Vous êtes plus nombreux que ce qu'on... Et plus, enfin, En fait, on a créé 3 scénarios. Donc, comme Luc le disait, il y a une personne qui va jouer le patient, une personne qui jouera l'éducateur, et puis il y aura 2 ou 3 observateurs. Pour ceux qui feront les patients, on va vous donner une petite fiche patient avec des informations que vous allez plus ou moins donner en fonction de ce que l'éducateur va vous poser comme question. Et pour les observateurs, on a des grilles. Donc pour les observateurs, on va remettre des grilles où on verra est-ce qu'il y a des questions ouvertes, des questions fermées, comment est le climat, comment est l'écoute, etc. Donc voilà, donc je vous invite à former, on va faire, je pense, 5 groupes, j'imagine. Oui. Donc 4 personnes, je pense, je ne sais pas combien vous êtes exactement, mais on va dire mettez-vous par 4, et puis on verra s'il y en a en plus, on remettra des observateurs. Et peut-être, pendant qu'on discute, est-ce que vous avez des questions, des remarques sur ce que je viens de dire? Je vous remets ça au tableau pour que vous essayiez, que celui qui va diriger l'entretien comme soignant essaie de mettre en pratique. Il y aura le fond de la salle pour vous mettre, on va faire des questions. Sinon ça va être... vous allez vous entendre. Il y a un papa. Il y a 2 papas. Pardon? Il y a 2 papas. Félicitations, c'est le papa de Kevin. Ah, je suis très heureux. Merci. Oui, j'arrive. Alors,
Qui veut faire un patient? Moi, je peux faire patient. Patient, on va remettre ce que je suis. Et là, c'est patient. C'est patient, voilà. Patient. Et vous êtes le soignant? Et vous êtes évaluatrice, peut-être. Vous allez tous évaluer? Ça fait 5 groupes, je pense. Donc vous êtes 3 évaluateurs. Clara va vous donner une limite. Je vais la chercher. Bon, je vais bien Bon, allez, les évaluateurs sont derrière. Combien? 5 minutes? 5-10 minutes. Allez, 5, vous avez assez de livres? Donc l'équipe de parents. N'hésitez pas si vous n'entendez pas à répartir. Le soignant, il n'a pas crié. Vous faites l'interrogatoire à 2? Voilà. Non, vous n'avez pas de clé. C'est vos évaluateurs qui évaluent votre capacité à retirer les informations. Mais juste, on va mettre au tableau. On va mettre le scénario. Trop sérieux. Il y a 3 scénarios. Le scénario 1, c'est une petite de 10 ans asthmatique allergique avec des conditionnements, pas contrôlé et il y a plein d'exacerbations. Le scénario 2, c'est un garçon de 8 ans asthmatique, c'est-à-dire elle n'est pas contrôlé. Le scénario 3, c'est un ado de 13 ans asthmatique. Je suis Léa. Léa. On vous laisse. Bah, prendre des médicaments, on essaie d'éviter, donc Il explique. c'est bien là. Oui, allez-y. Non, le traitement, on le donne quand il tombe, quoi. Vous voyez une pile, donner des médicaments pour donner des médicaments, c'est pas trop notre philosophie. Voilà. On prend le fond, on fait traitement, on s'adapte, quoi. Léa, ouais. Donc, quand il est chez nous, il n'y a pas de Quand il y a des symptômes, sinon ça sert à rien. Alors, les reflets simples. En fait, refléter, le reflet, c'est la répétition. En fait, hein. C'est-à-dire qu'on y a quelqu'un qui vous dit j'ai peur d'arrêter de fumer parce que j'ai peur de grossir quand j'arrête de fumer. Le reflet simple, c'est vous avez peur de grossir. C'est vraiment le perroquet. Simple, c'est un perroquet. Le reflet complexe, c'est un petit peu plus complexe, comme son nom l'indique, et on reflète éventuellement des émotions, où on utilise une métaphore, où il y a des reflets doubles. Il y a tout un tas de reflets comme ça qui peut être une interprétation, parce que vous émettez une hypothèse, c'est un reflet hypothèse. C'est vrai que j'en ai pas parlé, il est dans la grille. Je pensais qu'on avait modifié la grille parce que moi j'avais le nom. C'est pas grave. Mais c'est pas grave. On va pas connaître Je vous en prie. Non, c'est Oui, voilà. Alors vous me posez des questions ou c'est moi qui... Alors, les infos, nous, on avait pris des des modèles de démonstration. Parce que là, moi, j'ai info à donner spontanément, donc je peux vous expliquer un peu ma vie. J'ai des infos cachées, donc c'est à vous de me poser les bonnes questions, et là, je donnerai des infos. Et j'ai une motivation secrète, montre-moi comment fait émerger. Voilà. Alors, les infos que tu veux nous donner spontanément. Alors, bonjour madame. En fait, c'est dans quel contexte? Non mais vous, dans un ETP, une consultation. Après, c'est censé être en d'asthme. Oui, non, mais c'est dans quel contexte? Là, je suis dans un entretien d'ETP. Mais c'est dans un contexte d'hospitalisation ou de consultation? Tu fais un présentation. C'est dans un contexte de consultation. Oui, c'est une consultation. Ouais, c'est tout sa mère qui le gère. Bonjour madame, alors moi je suis Léa, je suis en CM2
et je suis asthmatique. Et des malades. J'ai 2 ans. En fait, le problème, c'est que je ne me sens pas dans toutes mes capacités. J'essaie de faire comme si c'était ma fille. Mais je vous explique. Et puis aussi, quand il y a la poussière, j'éternue, j'ai les yeux qui coulent. Voilà, ça c'est encore beaucoup de temps là. J'étais chez mon papa et ma maman et puis j'ai eu dans la chambre plein de poussière. Et puis ce que j'ai comme traitement, c'est le sérétine et puis aussi la ventoline avec le tube. Voilà, c'est ça. Et la chose d'inhalation, à la maison, je dois apprendre, mais voilà. Et puis en fait, je fais encore souvent des crises en fait. Est-ce que ça t'arrive quand je me sens pas bien? Est-ce que ça t'arrive? Et puis voilà. À certaines saisons plus qu'à l'autre. Là, il y a une autre information que je ne peux pas dire parce que je suis petite et je suis un peu en surpoids. Faire remplir un petit score. Alors ça, c'est quelque chose que vous allez remplir ensemble. Voilà. Vous allez répondre aux questions. Oui, voilà, ça va donner un chiffre. Oui, ça va. C'est sympa. Ça se passe bien dans la classe avec les gens. Oui, c'est sympa. En fait, là, t'as dit que t'avais un peu justement à l'école avec le sport, c'est ça? Bah oui, en fait, du coup, je faisais du rugby en fait. Et puis du coup, j'ai arrêté parce que. Là, t'as dû arrêter? Ouais, parce que j'arrivais pas à aller jusqu'au bout du terrain. C'était. Je me sentais pas très bien en fait. Ça diminue le rugby? Bah ouais. C'est dommage. Bah oui, arrêter le rugby. Et puis du coup, j'avais l'impression que je perdais parce que c'était ta faute. Ouais. Voilà. T'étais pas assez puissant. Est-ce que bah oui, t'en as parlé à quelqu'un Léa, justement tu aurais voulu continuer le rugby et que finalement tu ne pouvais pas parce que tu te sentais pas bien parce que tu faisais perdre ton métier. Est-ce que t'en as parlé à quelqu'un? Non. À tes parents par exemple, t'aimais bien ce sport-là mais que... Bah non, parce que... Et à ton prof de rugby par exemple, non? Non, parce que je suis la seule en fait. T'es la seule qui a des difficultés pour le sport? À la maison, tu sais que t'es asthmatique? Bah oui, mais bon... Tu es gênée quand tu fais du sport en dehors de l'école? Mais tu n'as pas se motiver. Est-ce que tu as ta ventoline? Et quand tu reviens du rugby, tes parents te demandent comment ça se passe? Comment est-ce que tu leur dis? Moi j'aimais bien, etc. Mais j'ai pu arrêter et retourner sur le banc en fait, parce que j'avais du mal à respirer et à courir aussi. Les autres temps, je vous promets, il n'a pas répété. Non, mais C'est peut-être normal, comme ça. Bah ouais, mais parce que en fait, la ventoline c'est compliqué. Ok, donc traitement. Qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce qui est compliqué? J'aimerais pas. C'est de la mettre dans son sac, c'est de faire le geste. Bah, c'est de s'arrêter et puis ça prend du temps. Et puis parce que qui regarde. Mais bon, c'est le chat qui est sûrement derrière tout ça. Et les camarades de rugby posent des questions par rapport à ça? Bah non, parce que... Moi, je vais acheter un chat et puis Tu fais pas devant eux, bah ils savent pas. Non. Je pense qu'il n'y a pas que le chat. Parce que j'ai pas envie qu'ils sachent en fait. Parce que les enfants, ils ont des symptômes aussi à l'école, ils ont des symptômes aussi au sport. Et t'as déjà essayé d'en faire un peu d'intervention? T'as déjà essayé d'en faire avant d'aller au sport? Non, je sais pas forcément. Lui puisse ressentir. Ton médecin ne t'a jamais dit que tu pouvais faire ta ventoline avant d'aller au sport? Bah non, je croyais que c'était que quand je me sentais pas bien en fait. Ouais. Quand tu disais, t'as dû arrêter Ça le freine quand même un petit peu. parce que t'es gêné pour respirer, tu fais perdre ton tout ça. Tu étais sur le côté sur le banc, tu faisais quelque chose de particulier ou ça se calmait tout seul la crise parce que tu as sur le banc? Bah des fois ça se calme et puis des
parfois ça prend un peu plus de temps à se calmer. Tu le donnes à ce moment-là? Parce qu'elle était dans les vestiaires. Tu m'as dit que tu avais dit que tu avais un autre traitement. Ouais. C'est l'éthyl. Ouais. Je pense, c'est ça. Ouais, c'est un petit disque. Non, mais vous avez débrief? Ouais. Donc voilà, on va rajouter un liquide. Ouais. Et ce traitement, tu le prends bien ou pas? Bah, en fait, c'est un peu dégoûtant. C'est un peu dégoûtant. T'aimes pas le goût, c'est ça? T'en as parlé au médecin? Oui. Bah non, non, et puis après il y en a qui m'ont dit aussi que ça faisait grossir. Ça faisait grossir. Bah c'est des copains. Mais en prenant ça tous les jours, vous avez des effets secondaires? Bah ouais, et puis voilà, j'ai l'impression que j'ai un peu grossi aussi. Après, À cause du médicament ou c'est parce qu'il y a peut-être d'autres choses qui font grossir? Bah, c'est peut-être le médicament. Pourrait faire grossir. comprimé qu'on avale. Comment tu la prends? Est-ce que tu la râles? Bah, je prends le McDo, mais c'est compliqué cet exercice. Je fais de mon mieux. Hein. On parle là-dessus alors. Bon, Est-ce que tu penses que le sport c'est bon justement que tu as tendance à goûter? Tu penses que le sport c'est bon? Bah oui, moi j'adore le rugby en fait. Et puis j'aime bien, c'est un sport, c'est Et puis ben, j'ai des l'infirmière va copains, venir. et puis je voudrais vraiment continuer. Mais, Et est-ce que tu penses que si on te donne le conseil de prendre ta ventoline peut-être 15 minutes avant de commencer le cours de rugby, essayer, voir si pour toi ça serait Time out. ah bah oui. Le temps est écoulé. On va faire le débrief. C'est bien, on va terminer par une question en fait. J'ai tous les points. Ouais. Le fait qu'on ne prenait pas le traitement tous les jours, ça c'est vous qui avez apporté. Bon, on pourrait vous laisser pendant quelques heures sûrement vous amuser, mais notre temps est compté. Et ce qui est important, c'est qu'on puisse débriefer un petit peu. Alors bien sûr, c'est un petit exercice qui dure 10 minutes. Moi, la première chose que je voulais, c'était demander à ceux qui faisaient les patients, quels sont ceux qui faisaient les patients? Ma question, c'est est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir été écouté, d'avoir été compris? Oui. Oui. Super. Ouais, absolument. Unanime, bravo. Ceux qui faisaient le soignant, ou ceux, celles, singulier, pluriel, est-ce que vous avez eu des difficultés? Est-ce que vous avez senti que c'était compliqué, pas compliqué C'est compliqué, hein. Pas facile. C'est compliqué, c'est pas facile. Qu'est-ce qui est compliqué? Qu'est-ce qui est compliqué? Bah, de trouver les bonnes phrases, les bons mots, sans être dans le jugement, sans faire culpabiliser l'enfant ou l'adulte. C'est d'être dans les bons termes à utiliser et puis de rentrer en connexion avec l'enfant en fait. C'est parfois pas facile entre ce qu'on veut transmettre comme message, qu'on dit, et ce qui finalement est entendu par la personne en face. C'est parfois un grand fossé. Et enfin, les évaluateurs. Quelles sont vos remarques? Alors, on n'est pas dans le. On n'est pas dans le jugement, hein, mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y avait eu... on va peut-être mettre les trucs là. Après, le modèle en 10 minutes, un peu artificiel, rend les choses peut-être moins naturelles que ce que vous faites dans la vraie vie. Mais voilà, est-ce que vous trouvez les évaluateurs qu'il y a eu des questions Ils ont rempli le contrat? Oui. Super. Moi qui suis passé dans les groupes, j'ai mon oreille qui traînait, j'ai entendu beaucoup de questions fermées. J'ai entendu beaucoup de... Il n'y avait pas que ça, il y avait des reflets, il y a eu des choses très bien. Mais j'ai entendu beaucoup de questions fermées. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, si votre temps est compté en consultation, questionnez les patients sur les raisons éventuellement qui les amèneraient à changer, plus que ce qui devrait changer. Et poser des types de questions extrêmement ouvertes, c'est comment vous gérez votre asthme?
en ce moment? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour mettre en pratique voilà, quelles sont... Il faut vraiment ouvrir les questions au maximum. Ensuite, je vous rassure, l'entretien motivationnel, c'est l'histoire de toute une vie. Enfin, moi je le vois comme ça. Hein. Ça fait des années que je fais ça et j'apprends encore. Enfin, c'est vraiment... il faut que ça devienne naturel, et avant que ça devienne naturel, c'est des années et des années de pratique. Donc voilà, mais c'est extrêmement intéressant parce que ça permet d'ouvrir des horizons, des portes. Oui, on constate dès qu'on pose des questions un petit peu plus ouvertes, qu'on accède à des informations, et c'est un peu ce qu'on voulait vous montrer par cet exercice-là, c'est que il y avait des informations que le patient ne donne pas spontanément, mais si on lui permet de s'exprimer avec une question ouverte sur son ressenti, sur plein de choses, et ben ça nous amène des informations qu'on n'aurait pas eu autrement. Donc c'était un petit peu ça aussi l'exercice d'aujourd'hui. Oui, il y a eu quelques... Alors c'était au début, je trouvais surtout les questions fermées, mais c'est normal, c'est le temps de se mettre un peu dans l'exercice, etc. Il y a eu pas mal après de questions ouvertes aussi, et sur les reformulations et les reflets, enfin, pour moi c'est une des choses les plus difficiles à faire, mais ça permet aussi au patient d'écouter ce qu'il vient de dire, ou en tout cas ce que vous pensez qu'il a dit, et alors soit il va vous corriger, soit il va apporter une nuance, et encore il va apporter une autre information. Donc ça peut être aussi intéressant à développer. Mais c'est vrai que comme Luc le disait, c'est pas facile à pratiquer, et il faut vraiment le faire régulièrement pour que ça rentre comme un réflexe. Et se former. Que là c'est pas 10 minutes d'exercice ou une demi-heure c'est sur plusieurs jours, hein, les formations d'entretien motivationnel. Roland, tu voulais dire quelque chose? Moi je voulais juste vous parler des reflets, parce que tout à l'heure j'en ai pas parlé. Il était dans la grille d'évaluation, j'en ai parlé à une seule table, mais faut que je vous parle des reflets quand même. Bah vas-y, on va après faire un petit coup de pub et puis vous raconter une anecdote rigolote de la semaine. Et donc les reflets, vous êtes tous au courant? Les reflets simples, les reflets complexes, c'est quelque chose... Non, hein, non. Donc les reflets simples, c'est comme leur nom l'indique, ils sont simples, c'est-à-dire que c'est soit le reflet perroquet, c'est-à-dire que vous répétez ce que la personne vous a dit, soit c'est une paraphrase, c'est-à-dire qu'on change l'ordre des mots quasiment, on répète quasiment la même chose mais sous une autre forme. Les reflets complexes, c'est des reflets par exemple émotionnels, c'est-à-dire qu'on reflète l'émotion. Vous êtes très en colère aujourd'hui, je vous comprends, voilà. Des reflets métaphores. Ah, c'est comme un caillou dans votre chaussure. Voilà, c'est des reflets doubles, pas boum. Des reflets hypothèses, c'est-à-dire que quelqu'un qui vous parle de quelque chose et vous émettez une hypothèse. En fait, vous reflétez, mais en mettant une hypothèse. C'est-à-dire que, ah oui, ça doit vous faire peur, ou ça doit vous inquiéter, ou... Bref, voilà. Il y en a d'autres, mais c'est pas la peine d'insister là-dessus. Enfin, en tout cas, ce sont des outils qui permettent de favoriser, de permettre aux gens d'avoir l'impression qu'ils sont écoutés, compris. Et puis ça fait émerger le discours changement. On n'en a pas parlé, mais la gestion du silence aussi. Oui, oui. C'est assez puissant, c'est ce que tu disais la dernière fois. Donc ça, je ne sais pas si vous avez eu, là, au cours des 10 dernières minutes, c'est plus dur quand c'est pas la vraie vie. Est-ce que vous avez fait des pauses avec vos patients pour essayer de voir où ça allait? C'est pas évident à faire. Il y a une étude, moi j'adore ça, je scotche en général, une étude qui avait montré en médecine générale, qui avait étudié le délai entre le début du discours du patient et l'interruption par le soignant. À votre avis, au bout de combien de temps, en moyenne, les soignants coupent la parole aux gens qui viennent les consulter? Donnez un chiffre, on est au jeu là, on va faire qui mieux. Une seconde minute. Moins d'une minute. Moins d'une minute. 3 secondes, là vous êtes un peu. En fait, en moyenne, c'est 20 secondes. Donc il faut se retenir. Parce qu'en fait, à partir du moment, un patient part dans une direction, il va vous amener des choses, et si vous l'interrompez, paf, la route il va tourner et vous allez rater plein d'infos. Moi, je vous raconte mon anecdote de la semaine. Donc, un patient à 12 ans, 12-13 ans,
à peu près. Qui m'a été adressé parce qu'il a un asthme mal contrôlé, on me dit qu'il est sévère, il faut le mettre sous biothérapie, parce que sous forte dose d'une association, ça ne va pas. Il a un VMS à moins de 3 Z-score, enfin bon. Et donc dans l'interrogatoire, j'essaye d'explorer, je me rends compte qu'il n'est pas du tout observant, et j'essaye de lui demander qu'est-ce qui pourrait l'amener à mieux prendre son traitement, qu'est-ce qui pourrait le motiver à aller mieux, et à prendre son traitement plus régulièrement, parce qu'il n'a pas besoin de biothérapie, il a juste besoin de bien prendre son traitement de fond. Et là, je ne m'y attendais pas du tout. Donc ça illustre bien qu'il ne faut pas se laisser désarçonner par les patients. Il m'a dit, ce qui me motiverait, c'est de pouvoir courir quand je me fais courser par les flics. Et là, il a le blanc, je ne savais pas quoi répondre. Il faut apprendre à être poker-face. Et Luc m'a donné la bonne réponse. Il fallait lui dire, mais tu sais, nous on soigne aussi les flics. Et eux, ils prennent leur traitement. C'est une réponse un peu rigolote que je ferai peut-être la prochaine fois. Voilà, et je voulais vous partager cet outil qu'on développe avec peut-être certains parmi vous. C'est des vidéos numériques. Clara, dans notre école de l'asthme, avait fait une enquête sur les besoins, qu'est-ce que les enfants, parents souhaitaient comme outil d'éducation thérapeutique. Donc en un, on était rassurés, c'était l'humain, l'échange, c'est nous, c'est vous. Et en deux, tout de suite après, c'était des vidéos, et plutôt des vidéos numériques. Donc c'est ce qu'on a fait, c'est en libre accès sur la chaîne YouTube Necker. Vous tapez Asthme Academy avec un Y, et on a développé ça grâce au sponsoring d'une association qui est la Fondation Grégory Parian, et de plusieurs labos pharmaceutiques, notamment Sanofi, GSK et... Non, Astra. C'est de la contre-pub. Voilà, la première vidéo, elle est plutôt axée sur savoir reconnaître les signes d'une crise d'asthme. Les vidéos qui vont arriver, elles seront sur comment gérer après, donc les plans d'action, etc. Alors oui, on fait un petit aparté parce que c'est pas tant de la motivation, mais c'est des outils qui sont adaptés aux enfants et aux adolescents. Donc je pense que ça fera aussi partie des outils qu'on est amené à utiliser dans le futur. Il y a des collègues, on a été contactés cette semaine par des collègues de Limoges qui ont, dans le cadre d'un master, utilisé cette vidéo pour développer un jeu numérique, des jeux de cartes, des trucs. Donc dès que ce sera disponible, on vous le mettra aussi en ligne en description de la vidéo. Est-ce que vous avez des questions? Oui, des partages d'expérience peut-être, des trucs qui vous sont arrivés, que vous aimeriez partager en entretien motivationnel. Qui fait de l'entretien, qui parmi vous est formé à l'entretien motivationnel? Vous avez eu quoi comme formation? C'était dans quel cadre? Dans le cadre institutionnel de l'hôpital Adam. Et du coup, plusieurs membres de l'hôpital ont participé à plusieurs services. Donc sur 4 journées réparties en 2-3 mois. 4 journées réparties en 2-3 mois. Et ça a changé votre manière d'aborder les choses, ou c'est ce que vous faisiez déjà mais sans mettre les mots dessus? On le faisait peut-être intuitivement. Ouais. Un peu comme disait Gilles. Qu'on faisait intuitivement, mais d'autres choses qui fallait mieux faire. Oui, ça donne des clés. Donc c'est un bras de fer pour éviter les réflexes correcteurs, qui est inné, qui est en nous-mêmes. Donc voilà, moi j'ai retenu ça, les réflexes correcteurs surtout. Et puis l'autre chose que vous avez souligné, le résumé, donc on fait un entretien, résumé, ce qui fait voir au patient finalement ce qu'il a dit sans l'avoir. Ouais. Le résumé, il y a une autre métaphore, c'est les poids. C'est-à-dire que chaque discours changement, c'est un poids, et puis vous mettez ça sur la balance, puis il y a un moment, pouf, voilà. Et puis repérer aussi les discours, l'ambivalence. Ouais. Donc savoir les repérer pour les utiliser. Exactement. Du coup, il y a plus de questions ouvertes et moins de questions fermées comme quand on est... Quand on n'a pas le chronomètre. Oui, c'est ça. Oui, mais quand on a le chronomètre, franchement, voilà, essayez de travailler sur les raisons qui pourraient pousser au changement.
faut pas changer en fait. C'est vraiment. Exactement. Exactement. D'autres remarques? On vous a convaincu? Vous avez faim? Bon, avec les deux points qu'on a eu, c'est sûr. On est dans les temps? Là, malheureusement, On est en janvier, mais on a commencé à faire.